1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. Ah ben non, ces cerisiers ici, ils sont pas faits pour ça. Par contre, nous allons effectivement rentrer dans le bois. Et je ne résiste pas à l'envie et au plaisir de le très beau temps que nous avons en Belgique. Brouillard et fraîcheur, froidure je dirais même, puisqu'il y a moins de degrés. Donc j'ai vraiment très froid aux mains. Je ne sais pas si je vais arriver à vous faire une vidéo vraiment qui a du sens. Mais aujourd'hui, Jasper est parti dans les buissons, tandis que Luna se fait vraiment prier pour me suivre. Elle ne doit pas aimer trop la météo du jour. Eh bien, je voulais vous rappeler, ça c'est la minute de Dr K. N'oubliez pas de prendre votre vitamine D. Vitamine D qui n'est pas une vitamine, mais qui est une hormone très importante pour la protection cardiovasculaire, mais également pour éviter les infections hivernales comme celle du chaos par le vide que nous avons connu et qui porte si bien son nom, que nous avons connu en 2020, et également pour éviter les cancers, notamment le cancer du sein. Hein, vous aurez plus vite un résultat en prenant de la vitamine D qu'en faisant une tonne de mammographie irradiante pour la glande mammaire. Voilà. Donc ça c'est fait. Comme ça je fais un peu mon docteur. Je voulais vous partager mon étonnement par rapport au fait que nous soyons aussi passifs, aussi inertes et fatalistes. Donc nous avons laissé confisquer et nous avons confié à d'autres que nous la responsabilité de la qualité de la nourriture qu'on nous donne. Nous avons délégué nos finances, nous avons délégué notre sécurité, nous avons délégué la justice, nous avons délégué la santé, nous avons délégué l'éducation de nos enfants à des gens que nous avons élus et que nous payons auxquels nous avons, par un a priori magique, donné toute notre confiance en se disant que bon, ils allaient certainement être bienveillants. Le résultat, c'est quoi? Je voudrais quand même d'abord vous rappeler une chose. Un médecin, parce que je vais parler de ce que je connais bien, qu'est-ce que c'est qu'un médecin? Un médecin, c'est quelqu'un qui est au service du patient. Il a appris la médecine, alors de longues études très coûteuses, qu'il n'a pas payé lui, mais qu'il a pu financer grâce à vos impôts, grâce à votre argent. C'est la même chose des ingénieurs, c'est la même chose des politiciens. C'est vraiment très rare qu'un jeune qui commence de telles études, de longues études, finance entièrement, je regarde sur le côté parce que c'est mon chien qui est passé comme un autobus, c'est vraiment très rare que un jeune puisse financer intégralement ces études-là. Et c'est d'ailleurs, on ne leur demande pas ça aux jeunes dans nos pays. Ceux qui viennent peut-être d'autres continents, comme certains Africains, je crois, doivent payer davantage. Et encore, il y a des accords entre les pays, mais peut-être les fils de ministres ou de rois, ou peut-être, voilà, je ne suis pas dans leur petit papier, j'en sais rien, mais enfin, dans l'immense majorité des cas, les étudiants ne payent pas la valeur réelle de leurs études, et c'est tant mieux. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'ils les payent, mais je suis en train de dire que si j'ai pu apprendre la médecine, c'est grâce à la communauté, à la collectivité. Et ce n'est pas pour mon plaisir personnel et pour le fait de pouvoir rouler des mécaniques et de dire je connais la médecine, je suis médecin, que je l'ai fait, mais c'est pour pouvoir rendre un service à la collectivité. Service qui va me permettre de vivre et de gagner de l'argent, bien entendu. Donnant, comme on dit. Mais il est complètement anormal que ce soit oublié et que les patients, parce qu'ils n'ont pas, eux, ces connaissances médicales,
pensent qu'ils sont inférieurs à leur médecin et pensent qu'ils doivent obéissance, respect oui, on doit, mais le médecin doit du respect à son patient, donc le respect est mutuel. Il n'est pas normal qu'on soit ébloui par les connaissances du médecin, en oubliant totalement que s'il les a, c'est parce que la collectivité lui a permis de les acquérir. Et n'oubliez pas, est-ce que vous considérez que la caissière, et je n'ai encore une fois rien contre les caissières, heureusement qu'elles sont là, mais est-ce que vous considérez que la caissière est votre patron? Est-ce que vous considérez que le patron d'un restaurant est votre chef? Non, il est le patron de son établissement, mais il n'est pas le patron de ses clients. Le client, on le dit, est roi. Alors, il ne faut pas exagérer. Un vrai roi, c'est toujours bienveillant d'ailleurs, normalement. Mais on peut transposer ça dans le domaine de la médecine. Le patient est celui qui paye et le médecin doit mettre tout en œuvre pour régler le problème, pour le soigner. Tout en respectant ses convictions philosophiques au patient. C'est son corps, évidemment, toutes ces indications et contre-indications médicales, mais aussi sa demande et son ressenti par rapport au traitement. Excusez-moi, mais il fait vraiment froid. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de capital. Et on peut transposer à la justice. À quoi servent les lois? Les lois sont là pour protéger les citoyens. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Quand vous voyez qu'on nous raconte qu'il faut protéger les enfants des pédophiles ou des pédocriminels, appelez-les comme vous voulez, pour moi ils sont encore en train de jouer sur la sémantique. Vous attendez à ce que la première chose à faire soit de durcir les punitions. Ah, elle est juste là. Eh bien, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est pas du tout ce qui se passe. En France, vous avez un juge qui met sa fille de 12 ans en vente sur les réseaux pour 12 ans, elle est vierge forcément. Et il prend 6 mois avec sursis. Mais c'est juste ahurissant, quoi. Un juge, la personne qui est censée représenter la loi et la justice, on va où là? Et ce juge, il est payé par qui est-il payé? Par l'État, ok. Et qui c'est qui paye l'État? Nous. Comment peut-on imaginer que des politiciens... Comment peut-on accepter, pardon, imaginez, c'est pas compliqué. Comment peut-on accepter que des politiciens fassent des transactions secrètes, se baladent dans des jets qui nous appartiennent et qui utilisent l'essence que nous avons payée, enfin le kérosène, aillent dans des hôtels luxueux parler de notre avenir sans même nous consulter? Comment peut-on accepter ça? Et les industriels qui ne sont eux, normalement, qui ne sont pas à notre service direct, mais qui produisent des choses que nous achetons, donc c'est quand même toujours nous les clients, comment osent-ils nous fournir des choses aussi dégueulasses comme les fast-food là? Déjà c'était pas bon quand moi j'étais gamine, mais alors là maintenant j'ai eu l'occasion, bien malgré moi, de goûter le KFC et McDo récemment. Mais c'est quoi ce truc? On nous fait bouffer du carton. C'est absolument dégueulasse, mais dégueulasse. C'est évident que ça va pas être bon pour la santé. Les jeunes qui n'ont pas goûté autre chose et qui n'ont peut-être plus les moyens de manger bien ne s'en rendent probablement pas compte. Mais c'est qui leur fait à manger quand ils sont bébés? Excusez-moi, mais les petits pots, c'est bien gentil, c'est pratique et j'en ai donné à mes enfants. Mais la première chose à faire quand même, c'est de recommencer à regarder ce qu'on donne à manger à nos bébés. Comment peut-on admettre que ces gens qui nous vendent des produits et qui donc vivent grâce à notre argent, grâce à notre travail, puisqu'il faut quand même bien quelqu'un qui fabrique ces produits dans leurs usines, comment peut-on admettre qu'ils puissent bombarder l'environnement de pesticides qui font disparaître les insectes pollinisateurs jusqu'à 80-90%, 90%.
pardon pour les Français, de disparition des espèces sans qu'on prenne mesure de ce qui se passe. Comment peut-on admettre que ces gens mettent la main sur les cerveaux de nos enfants pour y mettre... Nos enfants ne savent plus ni lire, ni écrire, ni compter. On leur cache des pans entiers de l'histoire en leur disant qu'il n'y a qu'à demander à ChatGPT. Ils ne connaissent plus rien à la géographie. Et pourtant... eh bien, on va leur apprendre la masturbation, parce que ça c'est important. Et la masturbation en cachette des parents. Il faut voir ce qui se passe en Allemagne. On propose à partir de 2 ans de mettre des petites tentes où les enfants peuvent se cacher pour se tripoter. Et s'ils n'ont pas compris à quoi ça servait, eh bien, un adulte va leur expliquer. Non mais ce sont des grands malades, on nous raconte n'importe quoi et on raconte n'importe quoi à nos enfants qui peuvent changer de genre. Personne ne peut changer de genre, personne ne peut changer de genre. Et c'est une question de, excusez-moi, mais c'est une question de pays vraiment riche et décadent. Parce que quand vous crevez de faim en Afrique, vous vous demandez pas si vous êtes une fille ou un garçon, mais vous vous demandez ce que vous allez bouffer le soir même et quelle eau vous allez pouvoir trouver, hein. Donc il faut arrêter de délirer. Est-ce que vous avez vu un bébé animal se masturber jusqu'à l'orgasme? Non, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes des animaux et nous devons nous en souvenir. Et nous sommes en train de laisser complètement tomber la bataille parce que nous ne sommes plus unis. Et c'est comme ça qu'ils nous ont eu, hein. Cette histoire de développement personnel en regardant son propre nombril jusqu'à la nausée, cette histoire de souveraineté qui, à mon avis, est une grosse daube. Parce que oui, ok, il faut se respecter ses convictions et respecter ses valeurs, évidemment. Mais il ne faut pas se comporter comme des sales gosses gâtés en se tapant des crises. Et moi je suis souverain et je t'obéirai pas et je t'écouterai pas et je t'aiderai pas, parce que c'est à ça qu'on arrive, hein. Il y a des gens qui sont des bonnes personnes qui ne comprennent pas ce qu'on leur a mis dans le crâne et qui laissent tomber des structures qui essayent de s'organiser parce que nous n'arriverons à rien. C'est ça leur force, je vous l'ai déjà dit. La force des élites, c'est d'avoir véritablement une structure organisée, une structure qui est même pyramidale, avec des traditions, avec des valeurs, avec des... elles sont horribles leurs valeurs, mais ils en ont. Avec un enseignement qui leur est particulier, avec des rituels de passage pour leurs enfants, avec un carnet d'adresses comme on ne peut pas rêver... excusez-moi, vous voyez à moitié, comme on ne pourrait pas rêver d'en avoir. Et ils se tiennent les coudes et c'est comme ça que ça marche et ils ont un programme, ils ont un plan et nous tout ce qu'on a c'est je veux être souverain, mais ça va aller dans le mur cette affaire là. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Eh bien c'est parce qu'avec toutes ces histoires de nous occuper que de nous, eh bien ils ont réussi à nous isoler et même à nous dresser parfois les uns contre les autres. Qui c'est qui connaît bien ses voisins et qui les aime? Je suis la première à avoir j'ai pas de problème avec mes voisins, c'est pas vrai, mais je peux pas dire que je les connaisse bien. Il y a un côté où ça n'arrête pas de changer. Pour le moment j'ai des Roumains, j'ai rien contre, j'ai rien pour, juste on parle pas la même langue et donc je les connais pas quoi. Mais on voit bien que tout ça c'est fait exprès, faut quand même s'en rendre compte, c'est fait exprès. Nous n'avons plus le courage, et t'as plus de branches, non? Ouais, viens ici toi, une branche dans l'oreille encore, qui va piquer les doigts, oui, aïe, ça va. Nous n'avons plus le courage de défendre nos traditions, nos valeurs, la recette de mamie, comment est-ce qu'on la transmet, on n'a plus le temps, donc on cuisine plus, donc on achète tout fait, de la merde, on ne se préoccupe pas de savoir ce que les animaux que nous mangeons ont eux reçu comme alimentation. Pourtant c'est capital. Est-ce qu'ils ont été bien traités? Ça aussi c'est capital, parce que la qualité de ce que vous allez avoir dans votre assiette, elle va en dépendre évidemment, hein. Donc comment se fait-il que nous ne soyons pas fâchés? Comment se fait-il que nous ne soyons pas plus en colère et révoltés? Pourquoi on n'est pas tous dans la rue
En fait, ils nous détruisent notre travail, ils nous prennent, ils nous font du chantage, je me parle un peu plus bas parce que je croyais croiser quelqu'un. Ils nous menacent de nous prendre il y a de nouveau une branche. Notre métier. Viens ici, Jasper. Viens ici. Bonjour. Viens, t'as toujours des branches partout, toi, hein? Oh là là. Donc, ils ouvrent et ils ferment des usines comme moi j'éternue, avec des subventions. Donc, je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en Belgique c'est comme ça. Donc il y a des aides. Ils ouvrent des usines grâce à des aides de l'État. Et puis quand ils ont consommé les aides de l'État, ils ferment leurs usines, ils mettent tout le monde au chômage, et ils se barrent ailleurs et ils recommencent. Mais c'est dégueulasse. Mais comment on peut accepter ça? Comment? Eh bien, parce que on nous a mis dans la tête que nous étions impuissants, que nous étions des pauvres petits misérables, incultes, et finalement ils nous ont rendus incultes. Ils rendent nos enfants cons en leur donnant des tablettes à l'âge de 5 ans dans les écoles, et ils nous disent que c'est parce qu'il faut suivre le progrès et qu'il faut être connecté. Mais c'est qui gagne si nos enfants sont connectés tout le temps? C'est qui? Posez-vous les bonnes questions. Le jour où ils ont déclaré une guerre ouverte à l'humanité, ça date pas du chaos par le vide. C'est avant, c'est quand ils ont commencé à nous stériliser en nous donnant de la merde à manger et en polluant l'environnement. Et ils seront aussi impactés, c'est con, mais ils auront les moyens de passer par des techniques d'assistance pour se reproduire, très probablement beaucoup plus que nous. Pour le moment, ils nous donnent la possibilité de le faire parce que, à mon avis, ça les intéresse aussi, vu que comme ça, ils mettent au point leur traitement qu'ils pourront utiliser. Et puis après, vous aurez, comme dans la Servante écarlate, là, vous aurez l'élite qui a le droit de se reproduire et les autres, ils peuvent plus. Et nous, on est moutons, là. On dit, ah mais non, mais on regarde même pas. On regarde même pas ce qui se passe. Et quand ils ont déclenché cette catastrophe, qui est injectable là, eh bien les gens qui sont tombés malades, eh ben ils disent juste on s'est fait avoir, on le fera plus, on s'est fait avoir, oui, ah oui, mais ils sont pas fâchés, mais on leur a pris leur santé, parfois on leur a pris un membre de leur famille qui est décédé ou qui est en train d'agoniser là, comme la pauvre Mélanie en France et Machabou et tous ces gens qui sont dans des états épouvantables et qui étaient des gens en très bonne santé juste avant. Et il y en a quelques-uns qui sont fâchés, mais les autres, ben, ils subissent. Ah oui, je suis devenue hypertendue, je suis devenue diabétique, j'ai une maladie, une sclérose en plaques, j'ai une maladie de Charcot, j'ai un cancer, je récidive un cancer, excusez-moi. Et ça passe crème. Ça passe crème parce que on n'arrive pas à comprendre que ces gens sont à notre service et qu'on doit être beaucoup plus exigeant avec les personnes qui nous servent. On doit se montrer intransigeant et on doit contrôler ce qu'ils font. Vous vous rendez compte qu'ils ont des conversations secrètes? Il y a des espions partout, hein. Parce qu'il y a le monde du secret que nous on ne connaît pas bien du tout, mais que j'ai découvert à l'occasion de cette crise grâce à un ami dans Xénaton. Et le monde du secret, c'est, à l'heure où je vous parle, des milliers de communications chiffrées dans toutes les langues du monde. Série de 5 chiffres que vous pouvez entendre vous-même si vous vous mettez sur les bons canaux, les bonnes fréquences radio. Et ils sont en train de raconter quoi? Ces gens que nous payons, ils sont en train de raconter quoi? Qu'est-ce qu'ils organisent? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est normal de mettre le complexe militaro-industriel, parce que ce sont des techniques militaires évidemment, hein, donc est-ce que c'est normal de les mettre, de mettre nos militaires au service des industriels pour en faire le complexe militaro-industriel? Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous vous rendez compte que la gestion de 80% que 80% du travail de nos dirigeants, ce sont des choses secrètes liées à l'armée et liées à la sécurité? Mais la sécurité de qui? Qui a-t-on attaqué pendant Covid?
Qui a-t-on attaqué? On a attaqué les soignants, on a attaqué les policiers, on a attaqué les militaires, on a attaqué les pompiers. Qu'est-ce qu'on fera quand tous ces gens-là vont être malades et que peut-être ils vont mourir? Qu'est-ce qu'on fera? Ce sera trop tard pour être fâché. Comment on se soignera? Comment on éteindra les incendies? Comment on se protégera des petits malfrats et des grands, surtout des grands qui sont au-dessus des nations et qui sont en train de nous détruire volontairement? Comment on fera? Il faut s'unir, il faut s'organiser. Mais pas seulement en faisant des ateliers permaculture et lactofermentation, c'est très bien de les faire, mais ça ne va pas suffire. Et il faut se révolter, il faut leur demander des comptes. On a des milliards qui partent en subsides, non contrôlés, non vérifiés. Mais où vont? C'est notre argent. Vous avez des milliards à perdre, vous? Pas moi. Rien n'est normal. Il faut remettre les gens à leur place. À leur place. Le juge est là pour rendre la justice aux citoyens. Le médecin pour soigner le patient dans le respect du patient et pas des protocoles. Et les gouvernants sont là pour gérer notre pays, nos pays respectifs. En bon père de famille, pas pour les détruire. Votre Macron là, il a détruit la France. Regardez l'état de l'Allemagne. La Belgique est à genoux et bave devant Ursula la hyène. Non mais c'est horrible. Et personne ne se fâche. On est là, pris dans notre quotidien et on trouve ça normal et on ne dit rien du tout. Et on se dit que demain ça ira mieux et que outre-Atlantique il va y avoir un sauveur et que dans l'école de notre enfant il n'y a pas ces trucs de Evra. Vous allez vous réveiller dans un monde de cauchemar si vous n'avez pas conscience que c'est maintenant qu'il faut agir. Tant qu'on a encore un tout petit peu de liberté d'expression, hein, parce que sur Facebook ça va peut-être légèrement mieux, mais sur YouTube on doit faire mumuse avec les algorithmes tout le temps, hein. Donc c'est pas normal. Et qui est-ce qui va? Il y a le ministère de la pensée maintenant, hein, comme dans 1984 de Rouel. Donc il y a des gens qui ne nous connaissent pas, que nous ne connaissons pas, qui n'ont aucun intérêt à ce que nous soyons éveillés, qui décide de ce qu'on doit penser et de ce qu'on a le droit d'écouter. Pourquoi j'ai pas plus de vues sur mes vidéos? C'est pas pour moi, vous le savez, hein, j'en ai rien à faire. C'est pas, j'ai un ego bien sûr, je suis pas une serpillière, mais je ne suis pas là pour être influenceuse. J'ai jamais voulu faire ça, j'aime pas ça, je trouve ça. Bon, c'est pas du tout de ma génération déjà, et puis moi c'était la littérature qui m'intéressait et la médecine, pas d'avoir une chaîne YouTube, quoi. Bien sûr, ça m'intéresse de vous parler. Justement, c'est pour ça. Je me dis, je dis des choses qui sont peut-être intéressantes pour certaines personnes. J'ai 8000 abonnés et mes vidéos font 2000 vues, 2500 vues. Ça veut dire qu'on les partage pas, qu'on les like pas, qu'on les voit pas peut-être. Probablement que l'algorithme ne vous suggère pas de me regarder. Quelque part, je trouve que c'est bien, entre guillemets. Parce que ça veut dire que je les emmerde, que ce que je dis les dérange, mais en même temps, ça m'empêche de vous parler. Et je fais des petits quiz sur Facebook. Venez les lire, partagez-les. Ça peut peut-être éveiller des gens qui n'ont pas tout compris. Suivez-moi sur X. Je suis pas difficile à trouver, hein. Laurence Kayser sur YouTube. Sur Facebook, c'est Laurence Kayser romancière ou bien Laurence Kayser plume de rêve, parce que je suis d'abord allée pour la littérature sur ce réseau-là. Et sur X, ben, c'est mon nom, hein, Dr Laurence Kayser. Voilà. Donc, suivez-moi, pas pour me faire plaisir, pas pour ma bouille, pas pour mes chiens, ni pour le merveilleux climat de la Belgique, mais suivez-moi pour que mes messages passent. Vendredi 24 janvier, je serai chez Nicolas Bouvier à partir de 19h et je parlerai des attentats à la vie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Toute la vie est en danger. La vie animale, la vie végétale, la vie humaine. Comment est-ce
et comment est-ce possible que nous soyons dans une purée de poids pareille tout le temps, alors que nous sommes en janvier et que normalement le soleil il est pas si loin de la terre quand même. Et je suis pas au pôle Nord quoi. Il y a vraiment quelque chose là. Je parle pas seulement des technologies qui ensemencent les nuages, mais de tout ce qu'ils font à la planète. Mais pourquoi doivent-ils modifier l'environnement en vérité? Comment se fait-il qu'ils aient besoin qu'il y ait beaucoup plus de végétation sauvage, genre ronces, broussailles, beaucoup moins de fleurs, beaucoup moins d'arbres fruitiers? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer là? Pourquoi faire? Pour qui? Pourquoi veulent-ils modifier à ce point l'environnement? Ils en seront victimes aussi, c'est complètement con. Il y a beaucoup de questions à se poser. Qui attendent-ils en fait? Qui attendent-ils? Moi j'ai une petite idée. Je pense que certains d'entre vous l'ont aussi. N'oubliez pas que c'est une guerre qui est avant tout spirituelle. C'est une guerre spirituelle. Alors, cherchez dans votre mémoire si vous avez oublié et regardez qui aime aussi triste que ça. Qui aime ça? Le brouillard, la grisaille, le froid, la tristesse, les arbres qui ont bien du mal à capter la lumière. C'est normal ça? Qui serait heureux dans un environnement comme ça? De toute évidence, Monsieur Jasper, parce que lui, la balade, il aime ça. Et Miss Luna, qui est toute dégoûtante, mais qui est contente d'avoir un petit pull de Noël. Au moins, il y a une petite tache de couleur dans ce paysage. Je vous laisse. Aujourd'hui, c'est fini. J'ai réussi à papoter pendant 27 minutes. Donc, voilà, le chemin qui s'ouvre devant moi dans la brume. Je vais tout doucement aller chercher mon fils chez son papa, mon plus jeune. Et je vous laisse à vos réflexions, les amis. Soyez en colère, soyez fâchés, soyez révoltés, ça n'est pas normal. Et c'est vous qui êtes les boss. C'est vous les patrons, n'oubliez pas. Avant qu'on nous file un patron dont personne ne voudra et qui nous fera beaucoup de mal. Alors, je vous embrasse. À très vite.